MR et PS, un dialogue de sourds, et entre l'Europe et la Belgique aussi. Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors j'avoue que moi je suis un peu excédé cette semaine parce que les petits jeux politiques on en a l'habitude, les débats stériles on connaît, mais alors quand on entendait déjà Georges-Louis Boucher et Raoul Edebeau s'envoyer des pics à longueur de débat. On a eu cette semaine Georges-Louis Boucher et Paul Magnette, ouais. Et franchement ça frise la caricature du côté francophone. J'imagine que tu as vu l'émission. Oui, j'ai vu, j'ai regardé hier. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Moi, ça m'évoque, j'ai l'impression de débat, oui, stérile, mais aussi d'un autre temps. Enfin, je sais pas, mais les deux hommes, donc Paul Magnette et Boucher, on le sait, ils n'arrivent plus à se parler. Ils n'arrivent plus à débattre ensemble. Et là, on les met un quart d'heure, avec en plus le journaliste Martin Buxron qui aime bien rebondir, qui aime bien... Et finalement, ça s'interrompt tout le temps, c'est inaudible. Les électeurs, que ce soit du MR ou du PS, n'ont rien à apprendre de ça. Enfin, chacun reste dans sa petite bulle, entre guillemets. Alors moi, la réflexion que j'ai eue, c'est, allez, soit on fait alors un long débat, 1 heure ou 2 heures même, je ne sais pas, bon, après il faut voir pour les audiences, mais où on peut contre-argumenter, on peut laisser parler le politique en question. Ici, ben voilà, c'est tout le temps interrompu. C'est stérile, et c'est ce que tu dis, c'est que chacun reste dans ses éléments de langage. En fait, c'est avant tout deux opérations de com qui se prolongent l'une l'autre qu'un vrai échange. Ça, et alors aussi, RTL avait beau jeu de dire oui, on fact-checkera après. Le problème, c'est que fact-checking, qui va aller voir sur le site de RTL après, il va aller consciencieusement essayer de voir tous les arguments qui étaient avancés par l'un ou par l'autre. Donc on voit que, je ne sais pas, en tout cas à l'ère actuelle des fake news ou des exagérations ou de politiques qui ne savent plus se parler, je trouve que le format, en tout cas ce genre de débat, n'a plus vraiment de raison d'être. Mais au-delà du format, je trouve qu'on est dans quelque chose qui dépasse le dialogue ou le jeu entre majorité et opposition. Évidemment, cette bonne guerre, une majorité décide, prend des décisions qui en l'occurrence ici sont peu populaires, et une opposition est là pour dézinguer et éventuellement faire des propositions alternatives. Ok, c'est le jeu. Ici, je trouve qu'on est quand même dans quelque chose qui frise la caricature, dans le sens où on dit des contre-vérités. Il y en a un qui dit en gros on taxe peu et on récompense les travailleurs, et l'autre dit en substance les épaules les plus larges ne contribuent qu'à raison de 5%. C'est faux dans un cas comme dans l'autre, et on a donc une incapacité, au-delà du format, je le dis, politique, à se parler et à considérer que l'heure est grave. Or, je pense que l'heure est grave. Elle l'est du côté francophone, avec des majorités MR engagées qui essayent de remettre à plat un certain nombre de choses, et on aurait bien besoin de toutes les forces vives du côté francophone pour mener à bien ce qui doit être mené à bien. Au fédéral, on a un budget qui est dépeint comme une espèce de caricature de MRNV1, alors qu'on sait que l'heure est très importante aussi pour rester dans les clous européens. Oui, c'est ça. Et à Bruxelles, on n'est même nulle part à cause de ces deux acteurs-là. Ah oui, juste pour faire une petite incise, justement au débat, hier entre Magnette et Boucher, Georges-Louis Boucher, on est venu à défendre les mesures qui étaient défendues par Vorreut, donc la taxe sur les comptes titres, la taxe sur les plus-values, en disant mais vous voyez, nous on fait ce que vous, le PS, n'êtes pas arrivé à faire. Mais donc là, on voit vraiment qu'on est dans un dialogue de sourds où chacun veut avoir raison. Alors, Paul Magnette et Georges-Louis Boucher ont avancé un tas de chiffres. On ne peut pas dire que ça soit une fake news en tant que telle, parce que tous ces chiffres, effectivement, existent. Par contre, c'est vraiment à chaque fois le cas maximal. Donc, quelqu'un qui perdrait 500 € pour sa pension par an, mais c'est vraiment dans des cas de figure où le pensionné ne s'adapterait pas, ou celui qui est en fin de carrière ne s'adapterait pas. Même chose pour les 1 000 € que pourrait gagner d'ici la fin de la législature. On attend encore de voir les choses. Donc, voilà, c'est pas vraiment des fake news, mais c'est chacun dans sa direction, et finalement il y a, oui, effectivement, plus aucun dialogue, en tout cas entre le MR et le PS. C'est vraiment vraiment compliqué,
Et comme tu le disais, à Bruxelles, ça va compliquer, mais ça là, va compliquer les choses. Depuis le début, on sait que c'est toujours bloqué. On vient de battre le record de la formation d'un gouvernement la plus longue. On est à 543 ou 544 jours à l'heure où on écoute notre podcast. Record battu. Voilà, record battu. Et c'est dû à quoi? Alors, il y a plein de facteurs. Il y a la complexité bruxelloise, il y a la double majorité francophone et flamande qui est nécessaire. Mais enfin, il y a quand même le fait que chaque fois qu'il y avait un peu de confiance, une initiative, l'un ou l'autre torpillait ce qui était possible, jetait une peau de banane, injuriait l'adversaire, et donc au bout du compte, on n'a pas réussi, ne fût-ce qu'à avancer sur la formule qu'on utiliserait. Pourquoi? Parce que le PS ne veut pas aller avec la NVA, le PS et le MR ne savent pas parler, l'OpenVLD est évidemment une complexité, une complication supplémentaire, et au bout du compte, moi je trouve que ce dialogue impossible entre le PS et le MR devient un vrai problème pour la Belgique francophone. Parce que au niveau belge, au niveau bruxellois maintenant, imagine demain il y a une réforme de l'État et un dialogue communautaire avec la NVA et la Flandre, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on a deux roquets qui sont incapables de se parler, quoi. Donc je pense qu'on est vraiment en train en réalité de s'affaiblir en étant à ce point polarisé. Je sais pourquoi ils le font, hein. Chacun essaye évidemment d'élargir son électorat. Le MR, tu l'as dit, en vient à défendre des taxations parce que ça va un peu dans le sens de son truc de droite populaire qui touche les classes populaires, etc. Mais au bout du compte, franchement, ce spectacle devient un peu indécent à mes yeux. Oui, tout à fait. Mais après, il y en a d'autres qui pointent les personnalités, et ça, c'est toujours un grand débat. Est-ce que le MR et le PS ne savent plus parler, ou est-ce que c'est Georges-Louis Boucher et Ahmed Laouej et Paul Magnette qui ne savent plus parler? Bon, c'est une question qui reste, complètement ouverte. J'ai connu évidemment l'époque Louis Michel, à la limite, il était un peu une exception parce que il y avait la loge maçonnique qui aidait à ce qu'ils se parlent avec Laurette, voilà, et Lio et tout ça, et qu'ils ont signé des accords devant notaire. Mais tant Charles Michel que Didier Reinders, pour prendre deux cas importants, étaient dans cette confrontation permanente. Et évidemment, l'un nourrit l'autre. Hein. C'est pour ça que je dis, je vois bien le jeu. C'est que forcément, chacun se renforce en étant opposé. C'est pas pour rien d'ailleurs que Georges-Louis Boucher essaye de polariser aussi avec le PTB, parce que ça l'arrange, ça mettrait le PS le cas échéant de côté. Après, maintenant, il est clair qu'il se retrouve dans une position assez inconfortable, hein, de par son intransigeance à avoir affirmé que c'est monsieur 30%, qu'il fallait complètement bouleverser les choses. Il se retrouve maintenant, pas encore hors jeu, mais quand même à Bruxelles, hein, oui, en position assez délicate. Donc là, il repropose ce matin une formule où on discuterait du budget avant un gouvernement. Hein, c'est une position qu'il ne défendait pas d'ailleurs au départ. Une espèce d'union régionale, union sacrée. Voilà, mais c'est clairement pas la direction qu'on semble prendre. Voilà, moi je me posais la question déjà il y a plusieurs jours, à savoir quelle serait l'attitude des engagés. On avait vu Yvan Verhofstadt, on l'avait senti quand même passablement énervé par le comportement de Georges-Louis Boucher. Ahmed Laouej a pris l'initiative à rassembler les partis de gauche et de centre-gauche. L'entente est bonne, voilà. Après il reste toujours les mêmes difficultés, avoir une majorité côté néerlandophone, une majorité côté francophone. Prendre des mesures difficiles. Et les engagés devront à un moment dire est-ce qu'on lâche le MR ou est-ce qu'on ne le lâche pas? Mais on sent ici que l'attitude de Georges-Louis Boucher l'a poussé maintenant à une espèce d'offre de dernière, une ultime offre qui semble un petit peu clairement désespérée, quoi. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que notre capitale est mal en point budgétairement, on a déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres podcasts, et on a une capitale de l'Europe qui est fragilisée à l'époque où l'Europe est menacée. Et quand je dis menacée, littéralement, que ce soit au niveau économique ou géopolitique. Et d'ailleurs, je pense que toi, il y a autre chose qui t'a énervé cette semaine, un autre dialogue de sourds. Oui, là, évidemment, on est dans une toute autre dimension, mais ce sont les fameux avoirs russes, plus de 200 milliards, près de 200 milliards qui sont bloqués, en tout cas en Belgique, chez Euroclear, et l'Europe qui a proposé par 2 fois donc un plan pour utiliser au moins 140 milliards comme garantie pour un prêt pour l'Ukraine. Alors,
ce qu'il y a, c'est que la Belgique donc dit non pour des raisons de sécurité juridique, financière. Parce qu'on payerait pour l'éternité, disait Bart de Wever. Voilà, financière, on parle de quand même près de 20% du PIB. On n'a jamais, et Maxime Prévost l'a rappelé, Bart de Wever aussi, confisqué des avoirs en temps de guerre, même de l'Allemagne nazie, donc il faut quand même se rendre compte de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce montant qui est gelé pourrait servir de réparation, en tout cas pour le perdant de la guerre. Et donc, on se souvient, en 1940-1945, l'Allemagne a perdu la guerre, a dû utiliser des avoirs et des emprunts pour rembourser les dommages causés. Ici, qui dit que la Russie va perdre la guerre ? Et c'est ce que Bart de Wever disait dans une conférence, une grande conférence catholique. Il rappelait, mais qui peut croire ici que la Russie va perdre la guerre ? Donc, on se met clairement en danger. Et là, torrent de fake news, de médias qui ont vraiment pignon sur rue. Je parle de Politico, même de certains analystes européens bien ancrés comme Quatremer de Libération. On nage vraiment en plein délire. Donc, Politico, il titre par exemple comment la Belgique a offert à Poutine une victoire inattendue en retraçant le précédent sommet européen qui expliquait en fait les demandes bien légitimes de Bart de Wever et de la Belgique, c'est de dire ok, on peut libérer ces avoirs, mais alors on veut que les autres États membres se montrent solidaires et que donc si la Belgique devait rembourser ces 140 milliards, voire peut-être plus, ben voilà, que l'effort soit réparti de manière égale. Et on sent... Voilà. Mais il y a quand même des garanties solides, dit Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. Donc voilà, tout à fait. Elle a dit on accorde à la Belgique, je pense, que presque ou quasiment toutes ces demandes. En fait, et c'est là que tout le détail, le diable est dans les détails bien sûr, c'est que les États membres, on va essayer de ne pas être trop technique, mais se disent prêts à rembourser la Belgique, mais via eux-mêmes, via un propre prêt qu'ils pourraient faire. Donc on voit que c'est quand même assez conditionné et que ce n'est pas une aide, oui, écrit noir sur blanc. Ok, il y a 140 milliards, on divise par 27 États membres et hop, voilà, comme ça c'est bouclé, ficelé. C'est pour ça que Bart de Wever dit non, encore au deuxième plan de la commission de la proposition. Et en même temps, la Belgique, alors je sais qu'on compare Bart de Wever à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, sans doute qu'on pousse un peu Bobonne dans les orties, comme on dit, mais en même temps, ça peut être contourné. Je veux dire, quelque part, on peut dire les craintes de la Belgique sont légitimes, mais on peut décider sans elles. Et quelque part, le résultat sera le même pour les autres pays européens. C'est toute la question, mais c'est pas si évident. De ce que j'ai lu, notamment un article ce matin dans le Financial Times, parce que c'est de la politique étrangère, et la politique étrangère, c'est l'unanimité. Alors tu vas me dire, oui, on l'a déjà peut-être fait par le passé. Notamment pour les sanctions contre la Russie. Ça n'a pas l'air aussi clair que ça. Et ici, certains eurocrates avancent de faire valoir un autre article qui serait de la politique économique, qui mériterait donc une majorité. Mais bref, l'objet de mon coup de gueule est peut-être ailleurs. C'est par rapport aux analystes qui parlent quand même de position excentrique de la Belgique, de la petite Belgique, toujours avec une espèce de ton condescendant. Quatremer, il fait référence à la neutralité belge pendant 40-45, qui a laissé passer les armées nazies vers la France. Enfin, on voit qu'on est dans des caricatures. Dans des caricatures et qui sont quand même graves à l'heure où, en fait, la Belgique, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut faire, évidemment, se sécuriser financièrement et c'est assez légitime, mais elle veut aussi faire respecter le droit, l'état de droit. Bien sûr que la Belgique ne veut pas bloquer en tant que telle l'aide à l'Ukraine, elle veut que ça soit fait dans les règles qui la protègent. Après, il est clair que Bart de Wever et la Belgique sont face à un cas de conscience. Donc nous, Parce que j'ai quand même l'impression, j'entends tout ce que tu dis et je le partage en partie, mais j'ai l'impression aussi parfois qu'en Europe, on ne se rend pas compte dans quelle situation on est. Enfin, je ne sais pas si tu as entendu Vladimir Poutine cette semaine qui a laissé clairement entendre qu'ils étaient prêts à la guerre. On connaît les discours du président russe, souvent c'est pas dit à la légère. Il y a un article qui a été publié dans un magazine réputé de diplomates en Russie avec quand même
des hauts placés de la diplomatie russe qui, en substance, laissent entendre qu'on pourrait brûler tout jusqu'à la Manche, que les Européens, dans l'histoire, n'ont jamais compris les choses que quand il y avait des Russes qui étaient à Paris ou à Londres. Enfin, on est quand même dans des choses qui sont dans un moment où, et c'est ça évidemment le nœud ici, c'est que si on a besoin de ces moyens-là, c'est que les États-Unis nous lâchent. Concrètement, ils nous lâchent financièrement. Aujourd'hui, les Américains sont prêts à donner des armes à l'Ukraine, pour autant qu'elles soient payées par les Européens. Donc on a besoin d'urgence, non seulement de l'argent que l'on investissait nous, Européens, mais en plus on doit compenser le retrait des Américains. Alors que, je vais forcer le trait, mais à peine, alors qu'on a une guerre qui nous pend au nez. Donc c'est vrai que j'entends ce que tu dis sur le fait que les commentaires européens sont forcés, caricaturaux, etc. Et en même temps, on est quand même... Ça illustre, ça témoigne du fait qu'on a un moment historique sur lequel, et là je suis 1000 fois d'accord avec toi, la Belgique est très 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 embarrassée. Parce qu'il n'y a aucune des solutions qui est bonne, en fait. Oui, mais c'est ça, mais tu as pointé effectivement tout le débat. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a une hystérie autour de ces avoirs militaires. C'est parce qu'on sent que le danger se rapproche. Et surtout, voilà, il y a des milliers de morts chaque jour en Ukraine. Donc eux, ils ne jouent pas leur sécurité financière, ils jouent leur sécurité tout court. Et donc évidemment que et Bart De Wever en est très conscient, la Belgique, je pense, en est très consciente. C'est juste que sous l'effet des menaces de Poutine, est-ce qu'on doit abandonner toutes nos valeurs, enfin c'est même pas nos valeurs, c'est notre état de droit, comment procéder, voilà, c'est vraiment la base d'utiliser l'argent, ce vote à l'unanimité ou à la majorité, c'est quand même un cas important, ça se reproduira à plusieurs reprises dans le futur. Est-ce qu'on ne crée pas là un précédent? Donc ce sont des questions qui se posent, je pense qu'en fait la solution est assez simple. C'est que chaque État membre se montre solidaire à part égale avec la Belgique. Et la question, entre guillemets... C'est le cas, s'ils se disent prêts à le faire via des prêts. Donc, ce n'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas ce que j'ai lu. Et c'est visiblement, c'est ça le hiatus. Voilà. C'est quelles sont les garanties, c'est comme les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ici, c'est quelles sont les garanties de sécurité pour la Belgique, quoi. En tout cas, Bart De Wever, lui... Pour l'instant, c'est non. Et alors, je cite quand même sa phrase qu'il a dit à cette fameuse conférence. Grande conférence catholique, merci. Sans mutualisation des risques, je ferai tout pour bloquer ce dossier, tout. Après cet épisode, si j'ai un job international après le 16, ce sera pour faire la vaisselle. Donc, voilà. C'est pas comme Alexander De Croo qui, lui, va sauver le monde au programme des Nations Unies pour le développement. Mais juste pour terminer, j'ai l'impression que dans les deux cas, que ce soit les questions budgétaires et les bisbrouilles politiques en Belgique ou ce dialogue de sourds au niveau européen, on est quand même à un moment, je trouve, où on a du mal à comprendre que le monde a radicalement changé et qu'on va devoir sans doute radicalement changer de réponse. À mon avis, on en reparlera, mais je pense qu'on est à un moment clé. Tout à fait. Merci Olivier. Merci Baptiste.